Ok, bonjour tout le monde. Je vois que l'année commence bien avec un CC à 8 heures dans la même salle qui dépasse son horaire et qui nous met d'emblée avec, allez, 2 minutes de retard, ça va aller, on peut vivre avec ça peut-être. Ok, donc bienvenue à la virologie, mycologie, parasitologie. C'est toujours une sorte de mélange pour moi de euh, joie et d'embêtement de vous voir aussi nombreux dans ces tueux. Bien sûr, je suis content de voir autant d'étudiants avec un intérêt pour ces sujets, mais je dois vous dire que ça complique les choses pour le planning, surtout pour les TP. Donc, avant de commencer et rentrer dans la matière, je voudrais vous donner un petit peu le résumé de ce que l'on va faire dans l'UE et comment l'évaluation marche. D'accord? Comme ça, dès le début, tout le monde sait comment on va travailler. Ok. Donc, donc, de façon générale, l'objectif de cette UE, c'est de vous donner une introduction au domaine de la microbiologie qui n'ont pas été présentés dans l'UE de microbiologie en deuxième année. Donc, en deuxième année, on a fait presque exclusivement de la bactériologie avec un petit peu de viraux. Donc, en L3, ce qu'on va vous proposer, c'est une introduction à la virologie, la parasitologie et la mycologie. Et puisque c'est moi qui gère cette UE et j'aime les virus, la majeure partie sera dédiée aux virus. Donc, vous allez en cours, vous allez avoir 7 créneaux de virologie, c'est avec moi. 3 créneaux de parasitologie avec le docteur Alvarez, qui est maître de conférence à la fac de pharmacie et qui est spécialisé dans la parasitologie, mycologie. Et 5 cours en mycologie avec Madame Mouratou. Alors, donc 3 enseignants. On va commencer avec 4 cours de virologie. Pour essayer d'avoir un petit peu les bases avant de démarrer sur les TP et aussi les cours de parasitologie. Vous allez les avoir à peu près, bon, en tout cas avant la semaine 6, semaine 7. Donc au moins, vous aurez eu les cours parasito en même temps à peu près que les TP, parce qu'il y a une partie de parasito dans les TP. Alors les TD, comment vous allez travailler? Donc en gros, ça va être basé sur la présentation d'articles. Bonjour. Et donc globalement, la première séance de TD qui est programmée pour la semaine prochaine, ce sera pour choisir les articles que vous allez présenter. Ensuite, il y aura une pause de peut-être 5-6 semaines entre le temps où vous avez les articles et la date pour les présentations. Okay. Donc, 1 mois et demi pour bosser ces articles pour préparer la présentation. Et il y aura des articles au choix, virologie, parasitologie, mycologie. Et le reste des TD, c'est pour les présentations. Les TP, bon, on va techniquer un petit peu les virus pour pas vous infecter. On va utiliser le système baculovirus, qui est un virus des insectes utilisé en biotechnologie. Donc pour illustrer quelques techniques simples en virologie, on va utiliser le système baculovirus. Et pour la mycologie, parasitologie, ce sera essentiellement observation au microscope, identification. Que 16 heures, dont 14 en salle de TP. Donc on n'a pas énormément de temps pour faire beaucoup de manips. Un autre truc que je devrais vous dire, c'est qu'on a en plus une analyse statistique des données de groupe programmée après la fin des TP en salle de TP de microbio. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir utiliser les approches
que vous aurez appris dans l'UE de biostat et analyser des données de notre TP. D'accord? Donc, si vous voulez profiter un petit peu des enseignants en stats, ce que vous pourriez faire, si vous êtes malin, c'est de regarder dans le compte rendu, dans le modèle de compte rendu, ce que je demande comme type d'analyse. Et donc vous allez voir, ok, on va voir tant de groupes expérimentaux à comparer avec tant de réplicas. Vous pouvez montrer ça à vos profs en biostat et leur demander quelle est la bonne approche statistique pour analyser ça. D'accord? Regardez le poly de virologie avant, regardez quel type de données vous allez avoir à analyser à la fin. Et comme ça, vous pouvez profiter de l'expertise des profs en stats avant d'arriver, parce qu'on n'a que 2 heures en salle de TP informatique pour faire cette analyse. Okay? Et je l'explique, mais rapidement, l'approche qu'il faudrait faire, il faudrait appliquer. Mais si vous arrivez bien préparé, ça va être beaucoup mieux. Ok, donc ça c'est le contenu de l'UE. Pour les modalités de contrôle de connaissances, donc à la fin du semestre, vous avez un examen qui compte la moitié de la note de l'UE. C'est uniquement sur le contenu des CM. Mais toutes les différentes parties, virologie, parasitologie et mycologie, seront représentées. C'est comme ça, si vous regardez dans les annales, il y a toujours les 3 parties. D'accord? Et à peu près les différentes parties, viro, parasito, myco, ils ont un poids relatif qui est cohérent avec le nombre d'heures de CM. Okay. Pour les TD, ok, on va analyser ça. Ce qui va être évalué, qui comptera pour la note, c'est votre présentation perso, pour la majorité, les questions que vous allez poser aux autres étudiants pendant le TD, et un résumé écrit. Lors du premier TD, je vais vous expliquer comment ça marche en plus de détails. Mais globalement, c'est une évaluation personnelle, individuelle pour tout le monde, pour ça. Okay. COEF 0,3 pour ça. Compte rendu de TP, COEF 0,2 par binôme. Pas de CC du style examen, d'accord? On a un examen réel pour ça. Pour moi, dans cette UE en tout cas, le composant de CC, c'est sur votre travail personnel dans la présentation et le compte rendu de TP. Ok? Ça, c'est bon pour tout le monde? Ah, je savais que vous alliez adorer ça. Donc, globalement, la plupart des étudiants, ils valident cette UE parce que si vous bossez correctement, vous faites un truc bien, ok, tout le monde, sans trop de problèmes, qui bosse correctement, on va avoir 12 ici pour ces parties-là. Si vous bossez bien, c'est pas trop difficile d'avoir 14 pour ces parties-là, ce qui vous met un petit peu à l'abri d'un accident au niveau de l'examen. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, non, mais c'est vrai. Hein, parce que si vous avez 12 pour cette partie-là, vous avez besoin que de faire 8 sur 20 et vous validez l'UE. C'est pas trop difficile. Enfin, ben, il faut bosser. D'accord? Mais en tout cas, avant l'examen, si vous avez bien bossé, vous avez eu possibilité d'engranger pas mal de points et vous pouvez aller à l'examen un petit peu rassuré. Donc, en virologie, ça c'est notre programme. Donc, les 4 premiers cours. Ce qu'on va faire, on va essayer de... j'ai que 7 cours. Donc, il y a 2 façons d'approcher l'enseignement de la virologie. Une, c'est de prendre, de faire 1 ou 2 cours d'introduction et ensuite de prendre les différents types de virus à ADN, virus à ARN, brin plus, brin moins, rétrovirus, et de faire un cours sur chaque type de virus, sa mode de réplication et les pathologies provoquées, des choses comme ça. Mais on n'a pas le temps de faire ça en 7 CM. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est d'essayer, bon, aujourd'hui, de faire un cours d'introduction. Et ensuite, on va essayer de regarder les différentes étapes du cycle de réplication des virus pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes employés par des virus pour effectuer chacune de ces étapes.
Okay, donc, on va faire un cours sur les étapes précoces, 2 cours sur les stratégies d'expression et de réplication des génomes. Ça va prendre du temps parce que ça va être très différent selon le matériel génétique des virus. Donc, on prend 2 cours pour ça. Et puis, un CM pour les étapes tardives dans le cycle de réplication. Donc ça nous fait 5 CM. Donc avant le début des TP, vous allez avoir un petit peu d'introduction et une idée comment les stratégies d'application fonctionnent. Et on finit avec un cours sur les pathologies virales et un cours sur les virus des plantes. Ok, donc ça c'est notre programme. Donc aujourd'hui on est dans l'introduction, structure, classification de virus et techniques de base en virologie. Bon, la première chose c'est d'être clair que qu'est-ce que c'est exactement un virus? Pourquoi les virus ne sont pas les mêmes choses que les bactéries? Donc ça va être notre début. On va voir la définition des virus. Ensuite, on va regarder la structure des capsides virales. Si je peux faire venir ma petite flèche là. Ah bah non. Ah oui, ok. Structure des capsides. Classification des virus. Et ensuite, on va aller vers des techniques, comment on va les produire et les purifier, comment on va faire pour les détecter, identifier ou quantifier. Génétique inverse, probablement on n'arrivera pas jusque-là, on va garder ça pour mercredi. Ok. Donc qu'est-ce que c'est qu'un virus? Donc vous avez vu ça l'année dernière en L2. La définition de Lvov qui passe toujours pour la définition moderne d'un virus. Donc petite taille. La grande majorité de virus ont un diamètre inférieur à 250 nanomètres, des particules virales ou des virions. Tous les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, et ça c'est lié au fait que les virus ne portent pas avec eux d'équipements enzymatiques pour générer de l'énergie métabolique. C'est le rôle de la cellule hôte. Et aucun virus ne possède d'ARN ribosomial. Tous les virus sont totalement dépendants de la cellule hôte pour la production des protéines. Très important ça, c'est tellement primordial que Patrice Forter, un microbiologiste à l'Institut Pasteur, a proposé que l'histoire de la vie, c'est 4 milliards d'années, ou 3,5 de milliards d'années de lutte entre les réplicateurs à ribosome, c'est-à-dire des cellules, et les réplicateurs sans ribosome, les virus, qui vont parasiter les cellules. Et donc, toute l'histoire de la vie, c'est ça. Alors, une autre façon, une autre facette de la biologie des virus, c'est que les virus ne vont pas se diviser se répliquer par division binaire. C'est-à-dire que, bon, ce qu'on va voir, c'est que, bon, quand on a une cellule qui va se diviser, elle va s'agrandir petit à petit, et à un moment donné, elle va se scinder en deux. Donc on passe d'une cellule à 2 cellules. Mais à n'importe quel moment dans la croissance et la division cellulaire, il y a toujours 1 ou 2 cellules. Pour une particule virale, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, on aura la décapsidation de la particule virale, c'est-à-dire que le génome du virus sera libéré à l'intérieur de la cellule infectée. Donc la particule virale cesse d'exister. Et plus tard, on aura l'assemblage des petits blocs de structure, plus des copies du génome pour reformer les particules virales. Donc ça, c'est vrai pour tous les virus. À un moment donné, dans leur cycle de réplication, la particule virale se désagrège
Et plus tard, elle va se rassembler pour un petit peu comme un kit ou un modèle en Lego pour former de nouvelles particules infectieuses. Donc ça, c'est radicalement différent de ce que font les cellules. Et notre observation de Lvov, c'était que chez les virus, donc chez les cellules, le génome est toujours en ADN double brin et tout type cellulaire porte toujours un ARN ribosomial, ARN de transfert et des ARN messagers. C'est vrai pour n'importe quel type cellulaire. Chez les virus, dans la particule infectieuse, normalement, dans la grande majorité des cas, on a soit de l'ARN, soit de l'ADN, mais pas les deux. Donc ça, c'était une sorte d'observation qui était très novateur en 1957. Donc ça, c'est une liste des caractéristiques des virus qui les distinguent des cellules. Alors, quelles sont les limites du monde viral? Bon, probablement le plus petit virus est représenté ici par les Cercoviridae. Il y a plusieurs familles de virus qui ont des particules de cette taille-là. Donc, ça représente une particule avec un diamètre de 17 nanomètres, composée d'une seule protéine de capside. Ils ont un tout petit génome en ADN circulaire, simple brin. Okay. Moins de 2 kilooctets de données là-dedans. Et dans ce génome, il code que pour 2 cadres ouverts de lecture. Un qui code pour la protéine de capside et l'autre qui code pour une protéine qui permet la réplication du génome dans la cellule infectée. Donc ça, c'est le strict minimum pour un virus. Okay, une protéine de capside et une protéine impliquée dans la réplication du génome. Donc les plus petits des virus sont comme ça. Les plus petits, les plus simples. Donc à l'autre extrême, on a ce monstre, le Pandoravirus, découvert récemment dans les glaces de l'Arctique. Alors, cette fois-ci, le génome, plus de 2 mégabases, code pour 2500 protéines distinctes. Et la particule, ma foi, 1 micron et 0,5 micron de diamètre. Donc, il dépasse un petit peu les limites proposées par Lvov dans sa définition. Et une particule très complexe avec plus de 100 protéines distinctes. Donc ça, c'est vraiment une sorte de figure d'exception. La plupart des virus, vont se situer plutôt ici, avec, comme disait la définition de Lvov, une particule avec un diamètre inférieur à 250 nanomètres, un génome probablement moins de 50 kilobases de longueur, ouais, peut-être pour la majorité, en tout cas moins de 500 kilobases pour presque la totalité des virus, et les particules virales qui ont, je ne sais pas, un nombre limité de protéines. 3, 10, 15 protéines dans la particule virale infectieuse. C'est à peu près la norme. D'autres trucs à penser à retenir de cette diapo, c'est qu'il n'y a aucune relation entre la complexité de la particule virale et la complexité de l'organisme qui est parasité. Donc ce truc-là, ce monstre ici, va infecter des amibes, les eucaryotes unicellulaires, tandis que le PCV2 provoque des maladies chez les porcs. Un organisme eucaryote multicellulaire complexe. Ok, donc ça c'est la définition des virus. Alors pour la structure des particules virales, tout d'abord, comment on obtient l'information sur la structure de ces virus? Bon, évidemment, la grande majorité des virus sont invisibles au microscope optique. Donc, vous pouvez mettre l'objectif 100x, 400x si vous voulez, vous ne verrez pas de particules virales à la microscopie optique. Elles sont trop petites. Donc, pour obtenir une idée de leur structure, on est obligé d'utiliser des techniques plus poussées, comme la microscopie électronique.
Donc la plupart, ou les premières indications sur les structures des particules virales viennent de la microscopie électronique. Pour avoir des informations à l'échelle atomique, on peut utiliser la cristallographie à rayons X. Donc ça nous donne de l'information soit sur la structure de particules virales entières ou des protéines virales. Alors pour les particules virales entières, si on veut utiliser la cristallographie à rayons X, il faut que la particule purifiée puisse former des cristaux. Et pour ça, il faut que chaque particule virale soit strictement identique à toutes les autres. Donc ça, c'est vrai uniquement pour les virus non enveloppés ou nus. Okay. Parce que dans une particule virale non enveloppée, ok, chaque copie est strictement identique à toutes les autres. Pour un virus enveloppé, donc on a ce type de structure, on a des glycoprotéines dans l'enveloppe qui vont être disposées différemment d'une particule à l'autre. Donc ça ne peut jamais former un cristal, ça. Donc on ne pourra pas l'analyser en cristallographie. Donc pour les virus enveloppés, l'information structurale sur la particule entière vient des techniques de cryomicroscopie électronique. Donc on va encastrer les particules virales dans de la glace vitrifiée et on va passer ça devant un analyseur en microscopie électronique et on va obtenir de l'information en 3D. Donc ça va être quelque chose un petit peu comme ça. Si le vidéo veut bien jouer. Ouais, ok. Donc là, on peut voir en bleu l'enveloppe du virus, en rouge, c'est la capside à l'intérieur. En jaune, c'est une matière un petit peu amorphe, ce qu'on va appeler la matrice. Et ces petites régions de densité électronique, ça, ce sont des glycoprotéines encastrées dans l'enveloppe. Ok, donc ça, c'est les techniques. Une fois qu'on a regardé un petit peu quelques virus, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, première chose que l'on voit, c'est que l'on a certaines particules virales avec une enveloppe lipidique, une bicouche lipidique, d'autres particules qui n'en ont pas. Donc, chez des virus non enveloppés ou nus, okay, on a un génome en acide nucléique à l'intérieur entouré d'une capside en protéines. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc chez les virus nus, on voit deux types d'architecture. Les particules en forme de bâtonnet avec une symétrie hélicoïdale et les particules plutôt en forme sphérique avec une symétrie icosèdrique. Chez les bactériophages, on voit un petit peu les deux qui sont connectés ensemble. Tiens, ici c'est un nouveau, oui voilà, il faut aussi préciser ça. Donc chaque fois que je dis particule virale, virion c'est un synonyme. Virion, particule virale, c'est exactement la même chose. Okay. Donc chez les virus enveloppés, on a à l'intérieur, pareil, acide nucléique, capside en protéines. Des fois, l'ensemble, on va appeler ça la nucléocapside. Et ça va être entouré d'une bicouche lipidique qui est l'enveloppe. Donc, chez les virus enveloppés, on a des virus qu'on appelle, qu'on dit de structures simples ou de structures complexes. Un virus enveloppé de structure simple, ça veut dire simplement que, bon, on a soit une structure en forme de bâtonnet entourée par une bicouche lipidique, ou une structure icosèdrique entourée en bicouche lipidique. Donc c'est l'un ou l'autre de ces deux types de capsides entourés d'une enveloppe. Les virus complexes, bah, ma foi,
c'est un petit peu difficile de faire rentrer la structure à l'intérieur de la particule virale dans un de ces deux catégories. Donc ça, c'est l'exemple d'un poxvirus, un virus avec une structure complexe. Alors, toutes ces images sont des images de particules virales prises en microscopie électronique à coloration négative. Et nombreuses familles de virus ont leurs noms qui ont été donnés à cause de leur apparence en microscopie électronique. Donc, Arenaviridae, on pense qu'à l'intérieur avait l'air un peu sableuse. Pas parce qu'on avait deux gars avec des casques et des gladius en train de se tuer, non. Coronaviridae, les glycoprotéines vont donner un aspect d'une couronne autour de l'enveloppe. Caliciviridae, il y avait des structures en forme de calice à l'extérieur. Ok. Capside, enveloppe, glycoprotéine enveloppe, matrice. Quelles sont les fonctions de ces différents éléments de particules virales? Donc, capside, nucléocapside, c'est vraiment l'élément qui va être présent chez tous les virus. Okay. Et la fonction primordiale de la capside, c'est de protéger le génome viral. Un acide nucléique tout seul, libéré en dehors d'une cellule infectée, ne va pas avoir une très longue vie. Soit dans l'environnement, il va être rapidement dégradé. Même à l'intérieur de votre corps, vous avez des DNases et des RNases qui circulent dans votre plasma. Donc, ça va dégrader les acides nucléiques libres. Donc, la fonction primordiale d'une capside, protéger les acides nucléiques. Chez les virus nus, une autre fonction de la capside, c'est d'interagir avec le milieu externe, à l'extérieur du virus, et notamment de s'attacher et médier l'attachement et l'entrée du virus dans les cellules hôtes. Okay, donc, l'attachement et l'entrée d'un virus va être médié entre l'interaction entre des protéines d'attachement chez le virus et un récepteur spécifique sur la cellule hôte. Pour les virus nus, ce sont des protéines de capside qui médient cette interaction-là. Chez les virus enveloppés, évidemment, la capside, c'est à l'intérieur. Donc, les protéines de capside n'ont pas accès à ce récepteur. Donc, ça, c'est une fonction des glycoprotéines d'enveloppe. Donc, n'importe quel virus enveloppé doit coder dans son génome et doit incorporer dans la particule virale au moins une glycoprotéine d'enveloppe. Parce que sinon, il ne peut pas interagir de façon spécifique avec un récepteur cellulaire. Il ne pourra pas rentrer dans une cellule hôte. Donc, ça, ce sont les fonctions des protéines de capside, des glycoprotéines d'enveloppe. Chez différents virus, je dirais même la majorité de virus enveloppés, on voit aussi certaines protéines qui sont entre la capside et l'enveloppe, que l'on va appeler soit des protéines de matrice, soit des protéines du tégument. Donc, ces protéines-là ont un rôle un peu simplement structural, parce qu'elles vont assurer les liaisons entre la nucléocapside et l'enveloppe, et maintenir tout ça ensemble, physiquement. Souvent, les protéines de matrice ou de tégument ont un rôle dans la formation des particules virales, par bourgeonnement. Et une autre fonction, c'est de interagir avec la cellule hôte très rapidement. Donc, par exemple, si je mets ici, moi, quelques protéines du tégument, par exemple chez les herpès virus, cette bête-là, c'est les herpès viridae, on voit qu'il y a un nucléocapside et il y a des protéines de tégument. Lorsque cette particule virale ici va se fixer, va rentrer dans la cellule infectée, ce qui va se passer, c'est que les membranes
où l'enveloppe du virus va fusionner avec la membrane plasmique de la cellule et le contenu de la particule virale rentrera dans le cytoplasme de la cellule. Donc d'une part, la capside va entrer et aussi les protéines du tégument vont rentrer dans la cellule infectée. Donc ces protéines du tégument vont pouvoir interagir avec des cellules de l'hôte et promouvoir les autres étapes de l'infection, même avant que le génome viral soit libéré, avant que le virus puisse exprimer ses gènes. Donc ça, c'est un rôle de certaines protéines de matrice ou de tégument. Donc, agir sur les cellules hôtes immédiatement après l'entrée du virus. OK. Alors, les éléments de structure des capsides. Donc, deux architectures de base, les capsides en bâtonnet avec une symétrie hélicoïdale et les capsides icosahédriques. Alors, pour les capsides à symétrie hélicoïdale, l'idée, c'est très simple. La fonction primordiale de la capside, c'est de protéger l'acide nucléique du virus. Donc, un acide nucléique, c'est un polymère qui est linéaire, c'est pas embranché, c'est un polymère linéaire. Donc, l'idée, c'est que, bon, on va prendre notre ARN ou ADN génomique et on va l'entourer, on va former une hélice de protéines qui va entourer l'acide nucléique et comme ça, on va le protéger tout le long. Donc ça, c'est le concept derrière les capsides à symétrie hélicoïdale. Okay, donc les monomères de protéines de capsides vont former une hélice autour de l'acide nucléique. Et le grand exemple classique de ça, c'est le virus de mosaïque du tabac. Donc les particules virales, les virions sont composés de une molécule d'ARN, à peu près, je crois que c'est peut-être 5 ou 4 000 paires de bases, en nucléotides, pas paires de bases, c'est en simplement, associées avec 2130 copies d'une seule protéine de capside. Donc on a une protéine, un acide nucléique. Pareil, une protéine en 2000 copies. Alors, la protéine de capside toute seule, quand on l'exprime, elle va former spontanément ce type de structure en double anneau. On a 17 copies par anneau. Alors, quand cette structure en double anneau interagit avec l'ARN génomique du virus, il va y avoir un décalage des deux niveaux de ces double anneaux. Et donc, on aura une sous-unité, un monomère de la protéine de capside qui est disloqué. Et donc, on a une face libre ici pour rajouter une autre sous-unité. Et donc, une autre sous-unité va venir se polymériser ici, et il y aura encore une face libre. Donc, les sous-unités vont se mettre à rajouter les uns après les autres, et ça va former une spirale qui va finir quand il n'y a plus d'ARN à encapsider. Donc, c'est comme ça que ça marche pour le virus de mosaïque du tabac et de nombreux virus des plantes ont ce type d'architecture, okay, des capsides hélicoïdales nus, okay, très fréquent chez les virus des plantes. Chez les virus des animaux, il n'y a aucun virus à capside hélicoïdale nu, mais on a plusieurs qui ont des capsides hélicoïdales, mais qui sont enveloppées. Par exemple, le virus de la rougeole, c'est ici, donc on a une enveloppe ici, et l'enveloppe contient une nucléocapside qui est hélicoïdale. Ou alors, les filoviridés, comme le virus Ebola. Donc on voit très clairement qu'on a une forme en bâtonnet ici, la nucléocapside, entourée d'une enveloppe lipidique. Alors,
Les capsides en bâtonnet ont un petit problème. Pour le virus de mosaïque du tabac, on a un truc qui a une longueur de 300 nanomètres et un diamètre de quelque chose comme 18 nanomètres. Alors, si notre virus veut devenir plus complexe et manipuler de façon un peu plus efficace les systèmes de la cellule hôte, il aura besoin de rajouter des gènes dans son génome et allonger un petit peu son ARN génomique. Mais s'il fait ça, la particule va devenir de plus en plus longue. Et avec ce type de structure, ça finit par devenir instable. Donc même physiquement, la particule peut se casser. Donc cette architecture pose une limite de taille supérieure pour les virus avec capside hélicoïdale nue. Donc ça marche, mais tant que le génome reste relativement petit. Donc ça, c'est un problème. Et la solution à ce problème est de considérer que l'acide nucléique, ok, c'est une molécule linéaire, mais une molécule linéaire, on peut la replier en 3 dimensions. Et donc cette fois-ci, c'est ce qu'on va faire pour, ça va être un petit peu la stratégie ou l'idée derrière les capsides icosahédriques. Cette fois-ci, la capside va former une sorte de sphère creuse à l'intérieur de laquelle on va impacter l'acide nucléique viral. Donc c'est ça, on va avoir quelque chose où on a les protéines de capside qui forment un ballon et l'acide nucléique est impacté à l'intérieur. Donc pour les virus les plus simples, par exemple le PCV2 qu'on a vu, une seule protéine de capside, probablement 60 copies de cette protéine qui va donner une capsule sphérique, une capside sphérique. Donc ça marche pour quand on a une seule protéine de capside, c'est un peu le limite de ce qu'on peut faire. Donc si on veut faire des particules virales de plus en plus grandes pour emballer de plus en plus d'acide nucléique dans le génome, il faut avoir des architectures de plus en plus complexes et avec de plus en plus de protéines virales. Ok, donc là, je vais vous proposer de faire une sorte de petite pause là et je vais vous envoyer des questions. Pour voir si tout le monde a bien compris tout jusqu'à présent. Donc, je vais essayer de vous envoyer ça. Ah, il m'a déconnecté. Bon, allez. Ouais, c'est ça les questions. Je vais voir si je peux les lancer sur le système mClicker. Bah, si j'arrive n'arrive pas à me reconnecter, on va faire ça.
Ok, je n'arrive pas à me connecter, on va le faire juste comme ça, à main levée. Ok, tout le monde a réfléchi à tout ça? Ouais, ok. Donc, qui dit que ça c'est vrai? Qui dit que c'est faux? Ouais, vous avez raison, c'est bien. 2, qui dit que c'est vrai ça? Qui dit c'est faux? Ouh, 50-50. Ok, on va revenir sur ça. Allez, 3, qui dit que ça c'est vrai? Qui dit que c'est faux? C'est vrai ça, c'est vrai. Plus qu'une capsule est grande, plus elle peut contenir de l'acide nucléique. C'est vrai pour les capsides hélicoïdales, plus qu'elles seront longues, plus qu'il y aura de génome. C'est vrai aussi pour les capsides icosahédriques. Plus que notre sphère de protéines est grande, plus on va pouvoir mettre d'acide nucléique à l'intérieur. Donc ça, c'est vrai, ça. Okay. Ici, là, on peut éliminer. Ça veut dire éliminer, ça veut dire que ça reste sur le filtre des particules virales. Ce qui dit oui, qui dit non. Non, c'est correct. La plupart des virus vont passer à travers le filtre. Donc on filtre pour éliminer des bactéries, les moisissures, mais c'est un truc que l'on fait pour purifier les stocks de particules virales. C'est passer par filtration. Okay, donc les virus vont passer à travers la filtre. Pour la plupart. Okay, les gros trucs comme le pandovirus restent sur le filtre, évidemment. Alors ici, 5. On peut déterminer la structure d'une particule virale enveloppée au cristallographie au rayons X. Non. Voilà, c'est ça. Non, pas possible. Ok, ici, là, le 2, là, on a eu 50-50. Quelqu'un qui a dit oui. Pourquoi c'est oui? Quelqu'un qui a dit oui. Pourquoi c'est oui? Vous ne savez pas? Quelqu'un qui a dit non. Pourquoi c'est non? Ok, c'est logique. Quelqu'un qui a dit oui. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est la bonne réponse. Okay, détergent va dégrader les enveloppes. Je comprends pourquoi vous avez dit non, parce que, mais pour que ce soit infectieux, il faut qu'il y ait tout là, pour la particule virale. Il faut qu'il y ait l'enveloppe, la capside et l'acide nucléique. Si on enlève l'enveloppe avec un détergent, la nucléocapside sera peut-être intacte à l'intérieur, mais cette truc-là ne pourra pas infecter une cellule. Donc, il sera non infectieuse. Donc, ça, c'est vrai. Les virus nus sont de façon générale plus résistants aux détergents, aux solvants, aux insultes chimiques que des virus enveloppés. Donc ça, c'est important pour contrôler les infections. Le virus de la grippe, c'est un virus enveloppé. On peut se protéger facilement en se lavant les mains régulièrement parce que beaucoup d'infections, c'est sur les mains et puis on porte à la bouche et on se fait infecter. Donc si on se lave les mains au savon, c'est bon. Quelque chose comme un norovirus, qui est un virus nu qui provoque des gastro-entérites, c'est un virus qui est très résistant. Il peut rester infectieux dans les eaux usées pendant des jours, des semaines après. Et on peut s'infecter sans contact direct avec quelqu'un qui était infecté. Parce que le virus reste infectieux en dehors de l'organisme. Parce que la particule virale est très, très stable. Donc, c'est un virus nu. Okay, donc, ça, c'est vrai, ça. OK, bon. On a une petite demi-heure pour comprendre les détails des architectures icosahédriques des particules virales ou des capsides icosahédriques. Et la question vraiment, c'est, OK, on a dit, on va former une structure sphérique avec plusieurs copies
ou des dizaines de copies de une ou plusieurs protéines de capside. Comment on va faire ça? Alors, si on a une seule protéine de capside, okay, on va essayer de raisonner sur le système simple. Il faut que notre structure formée soit régulière. Et les deux façons régulières, en termes de, je sais pas moi, de géométrie, de former une structure à peu près qui s'approche à une sphère, c'est d'avoir un icosèdre ou un dodécaèdre. Donc un icosèdre, donc on a 20 faces triangulaires. Un dodécaèdre, on a 12 faces pentagonales. Et on peut considérer que c'est relativement équivalent. Pourquoi? Parce que quand on regarde la symétrie dans un icosèdre, sur chaque arête, on a un axe de symétrie de 2. Comment on appelle ça? C'est en langage mathématique, un axe de symétrie d'ordre 2. Voilà, c'est ça. OK, parce que à chaque arête, OK, on peut mettre une glace ici, ça reflète, c'est un axe de symétrie d'ordre 2. Au milieu de chaque triangle, on a un axe de symétrie d'ordre 3, parce qu'on peut le tourner, et en 3 fois ça le fait. Et à chaque sommet dans cette structure-là, regardez, il y a 5 arêtes qui partent. Donc ça aussi, c'est un axe de symétrie d'ordre 5. Si on regarde ici un dodécaèdre, on a la même chose. Sur les arêtes, on a un axe de symétrie d'ordre 2, on peut le refléter. Au centre de chaque face pentagonale, on a un axe de symétrie d'ordre 5. Et à chaque arête, on a un axe de symétrie d'ordre 3, parce qu'on a 3 pentagones qui partent de chaque sommet. Donc, toutes les particules virales qui soient basées sur les dodécaèdres ou les icosèdres ont une symétrie de 3, 5. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est équivalent. Donc, on peut former une particule virale si une protéine de capside va former 20 faces triangulaires ou si la protéine de capside va former 12 faces pentagonales. Alors, réfléchissez à ça un petit peu. Donc, on peut imaginer notre protéine de capside, 5 copies, ça va faire un pentamère. Et on va assembler 12 de ces pentamères pour former un dodécaèdre. Ou alors, nos protéines de capside vont former, 3 copies vont former un trimère. Et on va rassembler 20 trimères, ça va faire un icosèdre. Dans les deux cas, on aura 60 copies de notre protéine de capside. C'est ce qu'on a dans le plus simple des cas. Alors, comment on fait pour produire des particules virales plus grandes? Okay. Donc, on peut avoir quelque chose qui est basé sur un dodécaèdre. 12 pentamères vont former une particule virale. Donc, ce qu'on peut faire pour agrandir notre particule, c'est de rajouter des hexagones. Donc, ici, on a une structure sphérique qui ressemble à un ballon de foot. Sur chaque sommet ici de notre icosèdre, en vert, on a des triangles de l'icosèdre. Sur chaque sommet de l'icosèdre, on a un pentamère, un pentagone. Et entre ces sommets, on a un hexagone. Et donc ça, en rajoutant des hexagones, notre particule virale est devenue plus grande. Et on peut continuer. Donc si on rajoute encore plus d'hexagones, les pentamères au sommet deviennent plus éloignés. Et on peut en rajouter de plus en plus en plus. Donc, les particules virales icosèdriques, les capsides icosèdriques, sont formées comme ça. Une protéine qui va former des pentamères, on va retrouver au sommet de l'icosèdre, et d'autres protéines virales qui vont former des hexamères. Et ça va former le reste de la face triangulaire ici. Alors, les virologistes structurales qui ont examiné ça ont essayé de classifier les différents types de particules virales qu'ils ont observés avec ce qu'on appelle le numéro T, le numéro de triangulation. Et le numéro T est une façon de résumer combien il y a de pas entre deux pentagones qui sont sur les sommets de notre particule.
Donc on peut faire ça en imaginant qu'on va prendre ce réseau d'hexagones, on va le déplier, on va l'aplatir, on va mettre sur un plan en 2 dimensions. Donc on a une sorte de matrice de hexagone là. Et donc on a 2 axes ici. On a un axe qui va comme ça, on va appeler ça l'axe H, et un axe qui va comme ça, l'axe K. Et selon où sont les pentagones, qui sont au sommet de notre structure, on a un certain nombre de pas dans un axe et un certain nombre de pas dans l'autre axe, d'aller d'un pentagone à l'autre. Donc, on pourrait dire, ça c'est une structure, on a H égale 4 et K égale 2. Ça serait simple, ça. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, nos amis structuralistes, on se sont dit, voilà, 2 chiffres là, H et K, j'aimerais bien rassembler ça dans un seul numéro, ça va être mon numéro T, le numéro de triangulation. Donc la formule pour le numéro T, c'est ça, c'est H au carré plus HK plus K au carré. Donc dans l'exemple ici, donc notre H c'est 1, 2, 3, 4, K égale 2, donc on a 16 plus 8 plus 4. Donc le numéro T ici égale 28. Donc le numéro T, il résume la disposition relative des examens hyperthémères qui forment une capside. Et aussi, on multiplie ça par 60. Et normalement, ça donne le nombre de copies de protéines qui vont former la capside. Donc pour T égale 1, on va avoir 60 copies de protéines de capside. T égale 3, on va voir 180. Donc c'est utile de rassembler les H et K pour ça. Alors, donc on va revenir ici pour vous donner une idée. Bon, alors, ça c'est structure T égale 1. Okay, donc on a un pentagone, on a un pas d'aller d'ici jusque là. Okay. Ici, c'est T égale 3. On a un pas dans ce sens-là. Donc K égale 1, H égale 1. Ça, c'est T égale 3, ça. Okay. Parce qu'on a 1 plus 1 plus 1. Ici, ça va être 1, 2, 3, 4 et 0. Donc T égale 16. Okay. Donc, si on a l'habitude de faire ça, on peut regarder des vraies structures de particules virales. Donc ça, c'est une image en, je pense que ça va être cryo électron microscopie. Et ça, c'est la microscopie électrique à coloration négative, où on va deviner la structure en pentamère ici, et ensuite les hexagones. Donc on voit, on devine un petit peu les sous-unités là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, là, pour le premier, quel est notre numéro T? Donc pour ça, il faut être capable de repérer où on a un axe de 5. Donc on a un ici, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 autour, et l'autre axe à 5, c'est là. Donc d'aller de là à là. Oui, 7. Ouais, qui dit 7 alors? Ouais, tout le monde dit 7 maintenant. Qui dit autre chose? L'axe de 5, c'est là, et l'autre, c'est là. Donc on a 1, donc H égale 1, K égale 2. Donc on a 1 plus 2 plus 4, 7. OK, et l'autre? Il faut essayer de repérer où on a
Ok, qui dit A? Qui dit B? 13. Qui dit C? 16. Qui dit D? 25. Ouais, c'est 25. C'est difficile à voir, mais en fait, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5 pas pour arriver au sommet ici. Donc, c'est 5 et 0, 25. Donc, ça, c'est une adénuance. Donc, voilà pour les numérotés et comment les repérer. Donc, comme je disais, le numéro T, c'est une sorte de mesure de la complexité de la particule virale. Plus que le numéro T est grand, plus que la capside icosanoïque sera grande. Et évidemment, donc, notre numéro T ici augmente, la taille de la particule virale augmente, et du coup, la quantité d'acide nucléique empaquetée à l'intérieur sera beaucoup plus longue. À une exception près, qui est ici. Donc, entre les Picornaviridae et les Epadnaviridae, on a un génome un peu plus long ici. Et ça, c'est parce que ici, on a ARN simple brin. Et là, on a un génome en ADN double brin. Donc, le double brin, ça prend 2 fois plus de place. N'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'il peut avoir qu'une longueur plus courte, empaquetée dans une particule qui a à peu près la même taille. OK, donc dernière chose sur la structure des capsides icosahédriques. Donc jusqu'à maintenant, on a considéré ces capsides sous une forme un petit peu abstraite, mathématique, avec une association de pentagones et d'hexagones qui vont former des structures à symétrie icosahédrique. Mais évidemment, les hexagones, les pentagones sont formés de protéines. Et une structure virale qui est un domaine de structure protéique que l'on retrouve extrêmement fréquemment chez les virus et nulle part ailleurs dans le reste de la biologie, c'est le domaine en beta barrel jelly roll, donc, qui était identifié pour la première fois chez le virus de la poliomyélite, donc dans cet article ici publié il y a 30 ans maintenant. Donc ils ont résolu la structure des particules virales en résolution atomique pour toute la particule virale, et donc ils ont pu résoudre la structure de chacune des composantes. Donc la beta barrel jelly roll forme une sorte de brique avec une structure trapézoïde. Et ces briques-là vont pouvoir former soit les pentagones, donc 5 copies de la protéine VP1 forment un pentamère, ou alors elles vont pouvoir s'associer pour former des hexamères. Donc pour le virus de la poliomyélite, on a 3 copies de VP2, 3 copies de VP3. Ça forme un hexagone. Donc c'est ça les éléments de base de notre structure de capside icosahédrique. VP1 qui forme un pentagone, VP6, VP2 et VP3 qui forment un hexagone. Puis on rassemble les pentagones et les hexagones pour former notre structure icosahédrique. Donc on retrouve ça chez plein de particules virales avec une capside icosahédrique. Ok, classification. Okay, la classification, la nomenclature officielle des virus est déterminée par le ICTV, le International Committee on Taxonomy of Viruses. Et puis, ils essayent de décider, quand vous isolez une souche d'un virus d'une source quelconque, s'il s'agit d'une nouvelle espèce, si cette espèce-là peut se ranger dans une famille de virus connus, si la famille peut être rangée dans une classe de virus. Et donc, ils essaient d'établir une classification taxonomique. Donc un petit peu comme pour le reste du vivant. Mais il y a quelques différences. D'une part, pour les virus, tous les niveaux hiérarchiques ne sont pas représentés. Donc pour certains, on arrive à distinguer des espèces, des genres de virus, des familles et des ordres. Mais ça ne va pas au-delà. Donc le virus de syncytium respiratoire, c'est une désignation au niveau de l'espèce
qui fait partie du genre pneumovirus, qui fait partie de la famille de Paramyxoviridae, qui fait partie des mononucléovirales. Donc on essaye de respecter les conventions de la nomination. Donc tout ce qui est en DAE comme ça, c'est une dénomination au niveau famille. ALES, c'est au niveau ordre. Quand on a un truc tout seul là comme ça, tas de pneumovirus en un seul nom, en un seul mot, ça c'est une désignation au niveau générique. Pour l'espèce, il faut qu'il y ait quelque chose, virus, en mots séparés. Donc, Ebola virus en un seul mot, c'est un genre. Zaïre Ebola virus, c'est une espèce. Donc ça va. Mais notre problème dans la classification de virus, c'est que, bon, ben, on n'arrive pas à ranger toutes les espèces de virus. Donc, l'emboîtement des niveaux hiérarchiques n'est pas vraiment possible. Donc, il existe 25 familles virales qui sont classées dans cet ordre, mais on a 71 familles virales qui ne sont pas classées. On ne peut pas les rassembler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ancêtre commun universel de tous les virus. Contrairement aux cellules, à la vie sur la planète, il y a eu plusieurs origines de virus. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les classer. Pour certains, on arrive jusqu'à l'ordre parce qu'ils partagent certaines caractéristiques, leurs génomes sont semblables, leurs façons de se répliquer sont semblables, mais pour d'autres, c'est totalement différent et on doit accepter qu'il y a eu plusieurs origines. Une autre classification qui est bien utile pour comprendre les stratégies de réplication des virus, c'est la classification de Baltimore, proposée à la fin des années 70 par David Baltimore, et c'est basé sur le type d'acide nucléique dans la capside virale, dans le virus infectieux. Donc il a commencé en disant, OK, je commence avec l'ADN. Premier cas, l'ADN, le génome viral, c'est en ADN double brin. Ça, c'est la classe 1. Ensuite, le génome peut être en ADN simple brin. Ça, c'est ma classe 2. Par la suite, il est passé à l'ARN. On disait, OK, si j'ai un virus avec un génome en ARN, il peut être soit en ARN double brin, ça c'est la classe 3, soit en ARN simple brin. Mais là, je vais diviser en deux parce que cet ARN simple brin peut coder directement pour les protéines virales, c'est-à-dire qu'il sera sens plus, ça c'est la classe 4, ou alors il peut être en sens moins, donc il ne code pas directement pour les protéines. Ça c'est la classe 5. Ça c'est très important parce que les stratégies de réplication vont être différentes. Donc c'est pour ça que c'est utile de distinguer les virus ARN brin plus des virus ARN brin moins. Donc initialement, il pensait qu'avec les 5 classes, c'était OK. Il avait décrit tous les cas de figure possibles, jusqu'à la découverte des rétrovirus. Ce sont les virus avec un génome en ARN simple brin dans la capside, mais qui vont se répliquer via un intermédiaire d'ADN. Donc ça, c'est quelque chose de différent. Donc, il a fallu créer une autre classe, qui est la classe 6 pour les rétrovirus. Et l'inverse existe aussi. Donc, on a des virus avec de l'ADN dans la capside, comme le virus de l'hépatite B, mais qui se répliquent via un intermédiaire en ARN. Donc, des fois, on classe 6 et 7 ensemble, parce que ce sont des virus à rétrotranscription, parce qu'à un moment donné, l'information génétique de ce virus doit passer de l'ARN à l'ADN. C'est la transcription inverse. Donc la classification de Baltimore, très utile parce que ça permet de comprendre les stratégies de réplication et d'expression des génomes des différents types de virus. Mais ce n'est pas une classification phylogénétique. Donc deux virus ADN double brin de la classe 1 de Baltimore n'ont pas forcément un ancêtre commun. C'est une classification un peu fonctionnelle, utile, mais ce n'est pas une classification phylogénétique. Ok, il nous reste 10 minutes pour essayer d'aborder quelques techniques en virologie. Première chose
comment on produit les virus. Donc, ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. C'est impossible de cultiver un virus dans un milieu de culture artificielle. Il faut donner un hôte sur lequel on fait pousser le virus. Donc, les premiers systèmes de production utilisés étaient des organismes entiers, soit des animaux, soit des plantes, soit des œufs embryonnés. Toujours important pour la production de certains vaccins, les œufs embryonnés. Le vaccin contre la grippe saisonnière et le vaccin contre la fièvre jaune sont toujours produits dans des œufs embryonnés. Donc, ces systèmes de production ont leur utilité, mais c'est un petit peu complexe et difficile à manier. Donc, les vraies avancées dans la compréhension de la biologie des virus sont venues avec la mise en place des systèmes de culture cellulaire, soit sur bactéries pour les bactériophages, soit sur des cellules de mammifères en culture. Donc ça, c'était une avancée vraiment majeure. C'était récompensé par le prix Nobel, l'observation que le virus de la poliomyélite était capable de se répliquer sur des cultures de différents types cellulaires. Donc, première étape, trouver un système de production pour notre virus. Deuxième étape, une fois qu'on a infecté un animal, une plante, une culture cellulaire, on va arriver avec des cellules qui ont une tonne de particules virales à l'intérieur. Donc si on veut étudier ces particules virales et les purifier, première chose, c'est de faire un LISA ou un extrait de notre cellule ou de notre tissu infecté. Et donc on aura dans notre extrait des débris de cellules, des particules virales et tout un tas de protéines cellulaires solubles. Donc l'objectif, c'est de séparer nos particules virales à partir de cette mixture. Et le système classique, c'est d'utiliser l'ultracentrifugation sur gradient de sucrose, chlore de césium, d'autres substances qui vont faire un gradient de densité. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va déposer ça au d'un gradient, disons, de sucrose, donc qui est plus dense vers le bas, moins dense vers le haut. On commence avec des débris cellulaires, des protéines solubles cellulaires et nos particules virales. On met ça dans la centrifugeuse 150 000 G 24 heures. Et les différentes composantes dans cette mixture vont se sédimenter ou s'équilibrer à un niveau dans le gradient où leur densité est équivalente à la densité du sucrose dans le gradient ou du chlorure de césium. Donc on aura des gros débris cellulaires qui vont aller au fond. Les protéines solubles vont rentrer comme ça ou vont rester en haut du gradient. Et les particules virales vont former un anneau quelque part dans le gradient. Donc on prélève ça, et ça c'est notre préparation de virus purifié. Donc ça c'est le système classique de purification de particules virales, développé dans les années 60, c'est toujours le standard aujourd'hui. Une autre chose que l'on peut faire, c'est les colonnes de chromatographie, parce que la plupart des particules virales portent une charge nette négative à leur surface. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est de les absorber sur une matrice solide qui porte une charge positive. Okay, dihydroxyron, c'est comme une séparation biochimique, comme la purification des acides nucléiques. On peut faire la même chose pour les particules virales. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus récent. Et l'avantage, c'est qu'au niveau industriel, on peut avoir des colonnes qui sont de plus en plus grandes et ça permet de séparer des quantités très importantes de particules virales.
Donc ça, c'est notre deuxième système de purification. Et très rapidement, on va essayer de regarder juste les systèmes d'identification d'isolement de virus en utilisant des systèmes de culture cellulaire. Okay, on fait ça et puis on s'arrête. Alors, et on reprendra mercredi pour le reste. Alors, comme je disais, les virus sont invisibles en microscopie optique et la plupart du temps, la seule façon qu'on a pour voir si notre virus fait quelque chose, c'est d'analyser ses effets sur la cellule hôte. Donc la première étape dans peut-être l'isolement d'un virus à partir de n'importe quel échantillon, c'est de le prendre, filtrer l'échantillon pour enlever toutes les bactéries, les moisissures, et mettre notre filtre sur des cellules en culture que l'on va observer pendant quelques jours. Et ce que l'on cherche à savoir, c'est si on observe le développement d'un effet cytopathogène chez les cellules infectées. Donc un effet cytopathogène peut être la formation d'inclusions cytoplasmiques ou nucléaires. Donc ici, on a une sorte de, comment on dirait ça, un rang, une petite pointe noire à l'intérieur des cellules. Donc ça, c'est un exemple d'une sorte de corps d'inclusion. Une autre chose que l'on peut avoir, un effet cytopathogène, la lyse ou la mort de la cellule infectée, ce qu'on a ici. Tout un tas de cellules infectées explosées. Donc, différentes souches de virus, ou différentes espèces de virus, peuvent donner des espèces distinctes. Donc, inoculation sans cellule, observation de l'ECP, c'est la première étape dans la détection et l'identification d'un virus. Parce que le type d'ECP peut être un élément important, enfin, ça donne une indication sur sur l'identité du virus. Le troisième type d'ECP, c'est la formation de syncytia. Un syncytium, c'est plusieurs cellules infectées qui vont se coller ensemble. Les membranes plasmiques vont fusionner pour donner un syncytium. Donc c'est ce que l'on voit ici. Donc ça c'est un syncytium. La membrane plasmique fait tout ça. On a plein de noyaux à l'intérieur de ce syncytium. Donc en virologie clinique, quand on a un syncytium plus des inclusions nucléaires, ça c'est très typique de l'infection par le virus de la rougeole. Si on a des syncytia sans inclusion nucléaire, et apparemment ça en est un exemple ici, syncytium, donc ça ce sont des cellules non infectées, ça c'est un syncytium. Donc soit c'est virus de syncytium respiratoire ou des orions. Donc ça c'est comment. Donc si on fait ça, on peut faire pousser un virus. On a le virus qui va être libéré dans son agent de ces cellules infectées. Une autre chose que l'on peut vouloir faire, c'est purifier un clone viral à partir de ce mélange ou quantifier combien j'ai de particules virales infectieuses dans le surnageant de ces cultures de cellules infectées. Et le grand classique, c'est d'effectuer un titre en unité formant plage, PFU, Plaque Forming Units. Donc ce que l'on va faire pour ça, c'est préparer une série de dilution de notre inoculum, et mettre 1 ml à chaque dilution sur des cellules et les recouvrir de gélose molle. Donc on met sur nos monocouches cellulaires et on voit quand on a une dilution peu diluée, toutes les cellules sont enlisées. Quand notre inoculum est très dilué, il n'y aura plus de virus, donc toutes les cellules sont en forme. Et à un moment donné, on aura l'apparition de plages de lyse. Donc ces plages de lyse, on peut les dénombrer. Et ça nous donne une mesure directe du titre infectieux
dans l'échantillon. Donc ici, on a 6 plages de Lise, addition 10 puissance moins 5. Donc on a 6 fois 10 puissance 5 PFU par ml en titre infectieux dans notre inoculum. Donc, très utile, parce qu'on peut aussi purifier les virus à partir de ce type d'essai. C'est-à-dire que quand on a une plage de Lise, ça représente une cellule qui était infectée. C'est une particule virale infectieuse au départ. Donc si on pique dans la gélleuse ici, on aura des virus qui sont dérivés d'un seul virion au départ. Donc ça va être un stock qui est purifié sur plage de Lise. Donc c'est dérivé d'un seul clone d'un virus. Parce que sinon, avant, c'est un mélange. Vous avez 6 fois 10 puissance 5 et vous avez peut-être plusieurs variants génétiques là-dedans. Donc, sur plage de Lise, on peut purifier des virus. Bon, ça ne marche pas pour tout le monde. Il faut que le virus soit lytique qui provoque un ECP avec de la lyse de la cellule infectée. Donc ça ne marche pas pour tout le monde. Et voilà, ça y est, le temps est fini.